Mais avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti! Forces vives du Nord Kivu organise une nouvelle marche ce jeudi 24 novembre 2022 en ville de Goma pour condamner des crimes commis dans l'est de la RDC depuis maintenant plus de 25 ans. Il sera aussi l'occasion de dénoncer la passivité de la communauté internationale face à l'agression que subit la RDC de la part du Rwanda, a dit le président de la société civile au Nord Kivu dans un point de presse tenu en ce jour. Parce que demain, nous avons une marche pacifique qui va commencer du rond-point Signès au consulat de l'ambassade de la Grande-Bretagne, où nous allons déposer une copie. Nous allons quitter là au consulat de la Grande-Bretagne jusqu'à l'Institut français, où il y a un représentant à l'Institut français, là où il y a un représentant politique de l'ambassade de la France. Donc, demain à 12h, nous serons au rond-point Signès pour aller au consulat de l'ambassade de la Grande-Bretagne et après nous irons à l'Institut français pour déposer les mémos de l'ambassadeur française auprès du conseiller politique français qui est là à l'Institut français. Aujourd'hui, ça fait plus de 25 ans que nous sommes dans un cycle d'insécurité où nous avons déjà enregistré plus de 10 millions de morts. Je crois que c'est trop. Et nous sommes en train de comprendre que ça n'attire même pas l'attention de la communauté internationale. C'est depuis la guerre de la libération de l'AFDER où on a bien précisé, on tuait les gens, on ciblait nos leaders communautaires, les leaders religieux, des hommes d'affaires, les grands commerçants. Et aujourd'hui, ces gens sont enterrés dans des fosses communes. Et si nous haussons la voix aujourd'hui, vous avez bien suivi que dans notre mémorandum, nous avons exigé qu'il y ait un tribunal international pour les crimes commis à l'est de la RDC. Quand nous demandons ce tribunal-là, c'est pour qu'il y ait une enquête internationale qui doit faire le monitoring de tous ces gens qui ont été tués. Parce que les auteurs doivent quand même répondre de leurs actes. Et je dois vous le dire, par exemple, le génocide qui s'est passé au Rwanda en 1994, il y a eu un tribunal international pour les crimes commis au Rwanda à Arusha. Et pourquoi pas à la République démocratique du Congo. Je n'ai pas dit que nous sommes des animaux, nous ne sommes pas des êtres humains, on n'a pas un droit de vivre, qu'on ne doit pas aussi poursuivre ces entreprises criminelles qui veulent à tout prix exterminer les Congolais. J'ai bien dit, aujourd'hui nous sommes à plus de 10 millions de morts. C'est trop. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes en pleine guerre. Vous avez posé la statistique de connaître aujourd'hui s'il y a combien déjà depuis la régence du M23. Bien sûr, que ce soit même 50 ou ça, ce soit encore des morts de trop. Et nous sommes en train d'insister en disant que la communauté internationale doit nous aider, bien évidemment, sans oublier notre gouvernement. Nous devons tout mettre en œuvre pour que les auteurs de ces crimes puissent répondre de ces actes, et raison pour laquelle, vous avez vu, nous avons été obligés de répertorier, d'identifier avec les leaders communautaires ces différentes fosses communes pour dire nous allons continuer à alerter la communauté nationale ainsi que la communauté internationale pour qu'il y ait des enquêtes, pour que des enquêtes soient diligentées afin que les auteurs de ces crimes puissent répondre de leurs actes. Les forces vives demandent au gouvernement congolais d'ériger un mur sur toutes les frontières avec le Rwanda pour éviter les incursions sur son territoire. Les statistiques de violets, je crois que jusqu'à aujourd'hui, du fait que
la plupart de nos collaborateurs de DH qui ont déjà fui la zone de Rutshuru, nous n'avons pas vraiment des statistiques actualisées. Mais pour ce qui concerne les tueries qui ont été enregistrées avant la chute, donc après la chute de Bunagana, donc avant la chute de Kiwanja, là, nous avions enregistré jusque-là 72 personnes tuées par le rebelle du M23 et beaucoup de blessés. Mais après la prise de Kiwanja et Rutshuru, vraiment, on n'a pas vraiment de statistiques fiables compte tenu de 2 DH qui sont en déplacement. Vous avez dit pourquoi nous nous sommes seulement attelés aux 25 cas, au moment où nous avons un problème actuellement de la sécurité du M23. Je crois que cette période dans laquelle nous sommes, nous l'avons aussi inclus dans cette période de plus de 25 ans que nous enregistrons cette tuerie, ce massacre. On n'a pas voulu même parler de génocide, parce que quand on parle de génocide, c'est quand on cible une catégorie déjà, et là on va vouloir commencer à donner des définitions, c'est pas scientifique tout ça, raison pour laquelle nous avons préféré parler de crimes. Et là je vais profiter et répondre à la question de Justin, qui a dit qui doit mettre fin au crime. Je crois que quand on parle de crimes, c'est aujourd'hui avec le droit international, le crime de guerre, c'est vraiment une affaire de toute l'humanité. Et aujourd'hui, ça fait plus de 25 ans que nous enregistrons des morts et nous avons dit que nous sommes à plus de 10 millions de morts. C'est trop. Et on a compris que cette situation est orchestrée quelque part. Et aujourd'hui, nous en tant que Congolais, surtout le peuple nord-kivusien, nous sommes en train de dire que c'est quelque chose qui est monté contre nous par nos voisins. Et ces voisins-là, nous avons compris que c'est sous le silence, sous l'ambiguïté même de la communauté internationale. Parce qu'aujourd'hui, quand nous attendons aussi la communauté internationale, et là je parle notamment de certaines grandes puissances, ils sont en train aussi de condamner les agresseurs, les terroristes du M23 avec leurs alliés en disant qu'ils ne sont pas d'accord avec ceci ou cela, au moment où nous sommes sans ignorer que le M23 était défait en 2013 et ils étaient partis sans quoi que ce soit. Et ils étaient quand même comptés à quelques hommes, n'étaient pas plus de 2000, 3000 quand ils avaient fui, quand ils étaient défaits en 2003. Et aujourd'hui, on se demande où ils ont trouvé cet effectif pour engager un combat avec toute une armée d'une république. Et vous avez suivi la fois passée même la MONUSCO qui disait qu'ils sont armés, ils se comportent à une armée professionnelle. Et là, nous comme population de l'Est, nous sommes en train de dire que non, ce n'est pas possible, on ne doit pas accepter que nous puissions continuer à mourir, de peur que nous risquons aussi, aujourd'hui, vous êtes sans ignorer, nous sommes en train de dire qu'il faut qu'on utilise, que nous puissions observer l'article 63 de notre Constitution qui dit que nous devons barrer la route à l'ennemi, surtout quand l'intégrité territoriale est menacée. Et si nous allons dans cet angle-là, je crois que ça risque de dégénérer et ça risque de devenir une guerre civile. Et quand ça deviendra une guerre civile, là, ça sera très grave parce que, et même la communauté internationale, raison pour laquelle nous sommes en train de l'alerter pour qu'elle puisse faire ce qu'elle pouvait faire, pour qu'elle ne soit pas un témoin, pas même témoin, pour qu'elle ne soit pas aussi responsable à la longue. Je crois que pour ce qui concerne la question de Jérémie, qui a dit que nous avons dit qu'il faut qu'on construise un mur entre les Rwandais et le Congo, c'est parce que nous en avons déjà marre. Nous en avons déjà marre, on ne comprend pas. Un voisin qui ne veut pas la paix de son voisin chaque jour, et si nous arrivons à ce stade, c'est pour dire vraiment
à un moment donné, il faudrait peut-être que cette cohésion qui risque d'être vraiment interrompue à cause de cette mauvaise politique du Rwanda. On ne dit pas que les Rwandais sont mauvais, mais c'est la politique rwandaise qui est mauvaise. Et si nous disons peut-être ériger le mur, hein, ça devrait vraiment être une question que le gouvernement devrait faire dans l'urgence. Lutter contre les intoxications dans les réseaux sociaux, c'est entre autres recommandations formulées en vue de ne pas donner la force à l'ennemi. Un accent cependant sur la participation de la femme dans la mobilisation autour des FARDC qui défendent l'intégrité du territoire national congolais. De nous impliquer tous dans les soutiens, que ce soit psychologique, que ce soit n'importe quel soutien, afin de pouvoir arriver à un résultat qui est beaucoup plus palpable. En fait, les militaires qui sont sur la ligne de front sont nos frères. D'autres sont nos maris, nos enfants, nos voisins. Et moi, je me dis que sans notre appui, sans notre soutien, ces militaires ne se sentiront pas aussi motivés et déterminés. C'est pourquoi nous devons les accompagner, nous devons les motiver et nous ne devons pas les déstabiliser par des messages, par je ne sais pas quoi, par des fausses informations. Et donc, on doit être tous derrière les militaires, notre armée. Et par rapport au point du rôle de la femme dans le processus de paix et de sécurité, vous savez tous que la femme joue un grand rôle dans le processus de paix et de sécurité dans notre province, d'une manière particulière et aussi dans toute la République démocratique du Congo en général. Vous savez aussi que les femmes sont, d'une manière, par rapport à nos statistiques, les femmes sont beaucoup plus majoritaires. Elles représentent plus de 52% aujourd'hui. Et donc, elles ont un rôle majeur à jouer et elles doivent s'impliquer, s'approprier même les efforts du processus de paix et de sécurité dans notre province. Entre autres, on a le rôle d'éduquer. On doit éduquer nos enfants, on doit éduquer la jeunesse, on doit éduquer aussi nos maris et voire même nos frères dans nos familles. Nous avons le rôle de plaider. Nous devons faire de plaidoyer, des actions de plaidoyer après avoir fait les analyses qui sont fiables, d'interpeller les autorités de notre pays afin d'arriver à un changement et d'impacter sur le point général. Nous avons aussi le rôle d'accompagner les initiatives du gouvernement parce que vous savez qu'on ne peut pas travailler sans se compléter parce que la complémentarité fait partie aussi de nos attentes pour arriver aux résultats que nous tous on veut voir. Nous avons aussi le rôle de participer sur les mêmes tables de négociation de la même manière que les hommes. Vous savez que aujourd'hui, par rapport à la situation des déplacements massifs aujourd'hui de la population, les hommes se sont déplacés avec les femmes, mais partant des statistiques, partant de nombres élevés de femmes et des enfants, les femmes restent beaucoup plus les victimes de la première ligne. Et nous, on se dit bien qu'elles soient des victimes, on ne va pas seulement crier aux victimes, mais on va aussi parler comme des actrices des changements. On doit s'impliquer comme des ambassadrices de paix, comme des actrices des changements sur tous les niveaux. Et donc, en bref, c'est ça le rôle de la femme et nous voulons voir les changements de la base au sommet et ça nécessite vraiment l'implication et la participation active et égalitaire de toutes les personnes impliquées dans la recherche de paix. L'Ouganda est aussi accusé par la société civile d'appuyer militairement le M23. Pourquoi? Moi je le dis parce que si nous essayons un peu de voir l'Ouganda, comment il est en train d'appuyer l'ennemi, il appuie l'ennemi d'une manière frauduleuse. Mais si nous tournons un peu les yeux du côté RDF, c'est-à-dire Rwanda, là vous trouverez vous-même que le Rwanda appuie ouvertement et officiellement les M23. Jusqu'au point même, je peux confirmer qu'il est le propriétaire de ce groupe du M23. Donc le M23, c'est une équipe seulement qui porte la varèse du M23, permettez pour la tautologie, mais les joueurs sont tous des Rwandais. Et cela se prouve comment sur le terrain. Nous pouvons prendre par exemple au niveau de Kibumba.
l'armée congolaise vient de subir au moins 15 attaques venant de l'ennemi. Et la dernière attaque date du lundi passé, où on a vu même des artilleries lourdes bombardées à partir du territoire rwandais, c'est-à-dire vers Kinongo, sur la colline, pas Hewu, mais c'était vers Kabagana, à 100 mètres juste de la frontière avec la RDC. Et là, il y a un char de combat que l'armée rwandaise a déjà placé là-bas, et ce n'est pas seulement là-bas, mais c'est presque toute, donc c'est presque toute la frontière où il y a placé des artilleries lourdes. C'est là pour seulement appuyer l'ennemi. Et le Rwanda le fait. Donc sur le terrain, il est présent, il opère, et de l'autre côté, il appuie avec l'artillerie lourde parce qu'il ne veut pas faire entrer ces armes-là sur le territoire congolais. Mais il appuie, ou soit il intervient à partir de l'étranger. Donc, dire aujourd'hui que nous attaquons seulement au Rwanda, je pense que nous ne nous attaquons pas vraiment au Rwanda. Mais ce sont des réalités que nous sommes en train de vous montrer. Si nous voyons tous la zone aujourd'hui occupée par les M23, nous pouvons nous-mêmes nous demander, est-ce que les M23 peut trouver où des éléments pour couvrir toute cette zone? C'est vraiment impossible. Et lorsque vous essayez un peu de voir comment l'armée est en train de se battre, parce que moi j'ai une petite expérience par rapport au combat de 2012 et 2013, qui avait opposé encore la RDC contre le Rwanda via la M23. Et si nous essayons un peu de faire des analyses et comparer les deux guerres, donc les guerres de 2012-2013 et celles d'aujourd'hui, vous allez remarquer qu'aujourd'hui, la guerre a pris une autre forme. C'est-à-dire, il y a des nouvelles matériels qui utilisent l'ennemi du point de vue artillerie, mais aussi du point de vue technologie. Donc ça, nous devons comprendre. Et d'ailleurs, si on n'avait pas vraiment une armée professionnelle, je vous jure que la ville de Goma serait déjà entre les mains de l'ennemi. Mais comme l'armée est en train de se battre, comme la République est en train de fournir ses efforts pour empêcher l'entrée de l'ennemi dans la ville, en tout cas, nous devons encourager aussi cette République. Nous devons aussi nous souder, être derrière notre armée qui est en train de se battre jour et nuit. Donc, l'implication du Rwanda n'est pas vraiment à se poser ou soit à se demander 2 ou 3 questions, parce que c'est une réalité, et les zones sous occupation du M23, même à ce moment au niveau du Kibumba, sont des zones où il y a la population rwandaise qui vient piller des produits champêtres, ils viennent récupérer, ou soit piller même des portes sur des maisons, enlever même des fenêtres sur des maisons, détonner même des maisons. Tout ça, ça prouve en suffisance que c'est leur mouvement. Des fois même le Rwanda déborde même jusqu'à penser que les territoires sous occupation des M23 leur appartiennent. Donc voilà ce que j'avais comme élément à ajouter sur la réponse qu'a donnée le président. La société civile s'oppose au déploiement du contingent ougandais en RDC dans le cadre de la force régionale de l'EAC et demande au gouvernement congolais de s'assumer en constituant une armée républicaine.